sur ce que Juliette prenne la parole en premier. Donc, Juliette, nous allons vous donner la parole. Vous êtes également professeur à la faculté London School Economics en Grande-Bretagne. Vous êtes impliqué dans les sciences sociales et dans la euh, plateforme de sciences humaines et sciences sociales. Je crois que tout le monde a entendu parler de cette plateforme. À vous, Juliette. Merci beaucoup, Sarah. Je suis très contente de participer à cette réunion cet après-midi. C'est vraiment une réunion très intéressante. J'ai quelques diapos que je vais partager avec vous plus tard. Et je vais garder un œil sur les questions. Donc, je vais essayer de voir si je peux répondre à quelques-unes de ces questions en même temps. Je prends une approche un peu différente de celle qui a été adoptée par les panélistes jusqu'à maintenant. Je suis la directrice d'Anthropologica, une organisation spécialisée en anthropologie et santé globale. Et à la fin de ma présentation, vous allez comprendre pourquoi je crois que l'anthropologie est très importante. En effet, au sein de notre organisation, nous essayons de travailler sur l'élaboration de méthodes basées sur les preuves et sur les évidences corroborées. Et notre objectif est donc de contribuer dans l'information d'études plus adaptées afin d'améliorer la qualité des ripostes et des réponses pertinentes ou ayant un lien avec la santé. Donc, bien sûr, telle est notre intention, sans savoir qui sont toutes les parties prenantes à travers le grand trajectoire, bien sûr, que nous avons entrepris, la grande trajectoire et le grand objectif sur lequel nous travaillons, parce que le domaine de la santé implique beaucoup plus de parties prenantes que celles que nous pouvons avoir accès à. Et je vais partager avec vous également les liens qui vous donnent plus d'informations sur Anthropologica, sur l'organisation Anthropologica. L'organisation Anthropologica qui était une organisation fondatrice du réseau CHAP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce réseau. Nous avons travaillé avec l'Université de Sussex également et nous avons mené beaucoup de recherches dans plusieurs pays du monde, parmi lesquels l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons essayé, lors de la pandémie de l'Ebola en particulier, de montrer l'importance de l'intégration des sciences sociales et nous avons essayé de reconsidérer notre discipline professionnelle afin de la rendre donc plus adaptée à travailler dans des environnements de tension, de travailler sous pression, etc. Nous voulions également adopter des méthodes anthropologiques et de sciences sociales afin de promouvoir les efforts que nous étions en train de déployer. La majorité du travail que nous entreprenons est concentrée sur l'application, donc notre objectif est d'avoir un travail opérationnel, appliqué, qui soit à la hauteur de la riposte, que ce soit la riposte globale, nationale ou locale. Et il y a trois domaines principaux auquel notre travail contribue. Premièrement, comprendre le contexte
local, quelles sont les caractéristiques du contexte local. Et lorsque je parle de contexte local, je pense particulièrement aux explications locales de plusieurs termes concernant des maladies et des infections, les rites locaux, comme par exemple les rites d'enterrement, de deuil, etc. Et nous avons vu l'importance de cela lors de la pandémie de l'Ebola, mais d'autres également. Euh, Comprendre la situation politique, les structures de gouvernance locale, les formes d'autorité locale. Nous essayons de considérer les conflits, les pratiques de résolution de conflits, les canaux de confiance, les personnes de confiance. Et je crois que vous êtes tous familiers avec cela dans le travail que vous entreprenez. Donc, je parle ici de dynamiques socioculturelles, comme par exemple les ethnicités, les clans, les affiliations religieuses, euh, tous les facteurs d'incapacité, par exemple, tous les obstacles, les pratiques sanitaires, les sources d'alimentation. Donc, tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là qui peuvent avoir un effet sur la pandémie, qui peuvent aggraver ou aider à prévenir la pandémie. Donc, tous ces éléments qui nous aident à mieux comprendre le contexte local. Et ce que nous faisons, c'est de comprendre premièrement toutes ces particularités et de savoir comment elles affectent la riposte. Le deuxième domaine, c'est le deuxième domaine où nous contribuons, c'est le niveau de l'élaboration de la riposte qui soit adaptée, qui soit le mieux adapté à ce contexte local. Donc, nous mettons en place des procédures d'opération normatives qui soient adaptées, par exemple, d'identifier quelles sont les procédures les mieux adaptées, les plus adéquates à ce contexte local. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine savent de quoi je parle, donc savent comment, à titre d'exemple, se concentrer sur certaines particularités plus que d'autres afin que la riposte soit mieux adaptée à ce contexte local. Souvent, les experts internationaux ont l'expertise, ils ont le savoir, mais n'ont jamais travaillé dans cet endroit bien précis du monde avant. Donc, leur intervention n'est pas toujours la mieux adaptée au contexte local. Et voilà où nous intervenons. Donc, nous essayons de remplir ce vide, euh, combler ce vide entre l'expertise et entre les besoins au niveau local et dans le contexte local. Et le troisième domaine où nous contribuons et le plus important, c'est le domaine de l'opérationnalisation des données collectées dans le cadre de la pandémie et comment on peut utiliser ces données avec le temps et comment on peut les transformer en politique ou en mesures opérationnelles avec le temps. Simone va parler plus tard sur les mécanismes de collecte de données et comment est-ce que ces données peuvent informer des politiques et des mécanismes opérationnels plus tard dans le cadre de pandémie. Donc, je ne vais pas m'approfondir à ce niveau-là, mais en termes de recherche, ce que je voulais vraiment souligner aujourd'hui, c'est le suivant. Nous ne travaillons jamais dans un vacuum. Lorsque la pandémie a lieu, lorsque nous travaillons avec des populations vulnérables ou exposées au risque, il est presque impossible d'imaginer que nous connaissons tout. Parfois, on n'a aucune information sur le contexte local. Donc, ce que nous faisons avec CHAP, c'est de mobiliser le savoir déjà existant. Donc, il n'est pas nécessaire de
se hâter dans la collecte de données ou d'informations. Mais ce que nous faisons, c'est parfois de faire ce travail à distance, à distance. Et dans la phase préparatoire, donc nous essayons de mobiliser, de faire une mobilisation rapide de ce qui est déjà connu, de ce qui est déjà disponible sur le contexte socioculturel, afin de pouvoir anticiper certaines questions et certaines situations. Et nous essayons donc de rapprocher ce savoir déjà existant avec les réalités que nous sommes en train de voir sur le terrain. Parfois, bien sûr, il est nécessaire pour nous d'entreprendre des recherches rapides, mais en plus des recherches interdisciplinaires, il existe également des données qui peuvent être collectées rapidement à travers ce qu'on appelle le dirty data, donc les données rapides que nous collectons à travers les réponses rapides, questions-réponses rapides, etc. Et donc, nous essayons de rapprocher ces données-là avec les données existantes afin donc de mieux comprendre le contexte local et de opérationnaliser ces données-là et de les transformer en mesures opérationnelles qui rendent la riposte mieux adaptée. Donc, ces données sont en premier lieu, bien sûr, transmises en forme de messages sur la prévention, sur la protection de soi, etc. Et ce que nous voulons également, c'est de voir les communautés agir en fonction de ces informations-là, en fonction des données que nous sommes en train de leur donner. Et au cas où il n'y a pas d'action de la part des communautés, cela est un indicateur que les données que nous sommes en train de transmettre peut-être ne sont pas adéquates ou ne sont pas compréhensibles. Donc, dans le cadre de CHAP, donc, comme je viens de le dire, nous essayons de mobiliser ce savoir-là. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à suivre ou avoir plus de détails sur le travail de CHAP, n'hésitez pas à me contacter et je vais bien sûr, comme viens de vous le dire, partager le lien d'accès au site web de CHAP. À titre d'exemple, lorsqu'il y a une pandémie, CHAP est capable d'identifier des collègues partout dans le monde qui ont une expertise dans le travail, dans des situations particulières, comme par exemple des anthropologues au Congo, à titre d'exemple, des anthropologues et des scientifiques qui ont une large expérience dans le travail avec les communautés affectées ou dans le domaine dans des domaines particuliers, dans des domaines pertinents où nous allons avoir besoin de leur expertise. Donc, nous avons recours à eux, nous prenons des informations de chez eux qui vont informer nos stratégies d'intervention. Et nous pouvons, grâce à la mobilisation de données, anticiper certaines situations, anticiper certaines réactions. Donc, voilà comment les informations nous viennent de plusieurs sources. Et toutes nos sources d'informations sont publiques, elles sont gratuites. Et enfin, je voudrais juste mentionner une initiative d'assistance technique que nous sommes en train d'offrir à nos partenaires sur le terrain, parce que souvent, nous avons remarqué, nous avons palpé une difficulté à comprendre ce que les sciences sociales veulent dire. Nous avons remarqué également que les personnes sont intéressées par les sciences sociales, mais ne savent pas comment y avoir accès. Donc, cette initiative a pour objectif de connecter ces personnes-là à des organisations pertinentes afin donc de sensibiliser les gens vis-à-vis des sciences sociales et à les aider à savoir comment intégrer les sciences sociales dans leur travail. Je vais m'arrêter là et je passe la parole à Sarah ou à Simone directement. Merci.
Je donne la parole maintenant directement à Simone et nous allons garder les questions jusqu'à la fin. Simone travaille dans les analyses des sciences à l'UNICEF. Elle travaille actuellement au Congo. Simone va parler des données analytiques intégrées des pandémies. Oui, merci. Je travaille au Congo et je travaille avec l'UNICEF. Je vais commencer par partager avec vous une vidéo. Donc, qu'est-ce que l'Integrated Outbreak Analytics? C'est les données analytiques intégrées des épidémies et des pandémies. Nous prenons en considération le temps, les personnes et le lieu. Quels sont les pathogènes qui causent les maladies? Quels sont les impacts cliniques? Quels sont les symptômes? Est-ce que les symptômes sont sévères? Est-ce que ces symptômes mènent à l'hospitalisation ou au décès? Cela ne nous permet pas de voir toute l'image. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont affectées de manière différente et comment est-ce que cela diffère d'une personne à l'autre? Cette approche IOA, Integrated Outbreak Analytics, vise à bien analyser les épidémies et les pandémies en un certain moment, dans un certain lieu, comment les épidémies, comment les maladies et les virus affectent les communautés. Nous devons comprendre les comportements des communautés et cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi ces communautés sont plus à risque que d'autres. Il serait important peut-être d'avoir des groupes de discussion dans les communautés pour comprendre cela. Il est également important de savoir quel est l'état ou le statut de vaccination dans les communautés. Les hôpitaux, plusieurs systèmes d'information nous aident à réunir les données nécessaires concernant la vaccination et d'autres données. Cela aide également à savoir si, par exemple, les personnes travaillant dans les soins de santé ont les capacités nécessaires et les ressources nécessaires. Nous devons enquêter également les événements, les contextes locaux qui pourraient nous aider. Quelles sont, par exemple, les nouvelles politiques mises en œuvre? Quelles sont les lignes directrices importantes? Quelles sont les ressources que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, dans les journaux? Il est très important de pouvoir vulgariser les informations. Il est très important de sensibiliser le public aux informations nécessaires. Il est très important de pouvoir effectuer des groupes de discussion, des entretiens personnalisés, des entretiens en groupe pour savoir quelles sont les données qui influencent les épidémies et les pandémies. Il est donc très important de prendre en considération toutes ces composantes, si nous pouvons le dire, pour comprendre les pandémies. Pour savoir plus sur l'Integrated Outbreak Analysis, l'IOA, vous pouvez cliquer sur ces liens. L'IOA est une approche multidisciplinaire. Cela inclut la collaboration avec les gouvernements, les parties prenantes, toutes les personnes concernées. Personnes concernées. Cela requiert un travail avec les entités onusiennes, les agences onusiennes, la société civile, les ONG, les OSC, la communauté locale. Il est nécessaire de réunir les données et les ressources nécessaires et de prendre les décisions en se basant sur ces données. L'IOA analyse plusieurs sources de données, toutes les informations collectées. Il existe plusieurs méthodes qui pourraient nous aider à réunir les données. Nous avons besoin de données quantitatives, qualitatives, de statistiques et nous devons analyser toutes ces données.
Quelques données requièrent une analyse mathématique, statistique, d'autres requièrent davantage d'analyse générale. Pour ce qui est de l'épidémie de l'Ebola au Congo, durant l'épidémie, une équipe comprenant plusieurs experts nationaux et internationaux a été formée. Ces experts proviennent de plusieurs disciplines, de plusieurs secteurs. L'AOA a mis l'accent sur notamment les enfants âgés de 5 ans qui étaient atteints d'Ebola. Plusieurs entretiens ont été effectués avec les parents. Les parents avaient assuré qu'ils n'avaient pas remarqué des symptômes relatifs à l'Ebola. C'est pourquoi il était important de sensibiliser aux symptômes de l'Ebola pour pouvoir détecter ces symptômes chez les enfants. Nous avons remarqué que plusieurs cas d'infection étaient transmis entre les enfants. Donc, cela montre qu'il se peut, par exemple, que les enfants dorment dans le même lit. Voilà pourquoi l'Ebola se transmettait rapidement. Grâce à l'analyse approfondie effectuée, à l'analyse intégrée, nous avons pu savoir comment cette transmission s'effectuait d'enfant en enfant. Cela a permis aux personnes concernées de prendre les mesures nécessaires de façon rapide. Plusieurs formations ont été effectuées, une grande sensibilisation a été lancée et des mesures de prévention ont été prises comme la vaccination des enfants, réduire le partage de lits. Pour savoir davantage sur l'IOA, vous pouvez cliquer sur l'un de ces deux liens qui vous renvoie vers l'une de ces vidéos. Donc, nous avons préparé une troisième vidéo. Si cela vous intéresse, si cela intéresse le groupe, nous pouvons visionner cette troisième vidéo. Donc, l'approche IOA pour la prise de décision. L'IOA permet de comprendre les épidémies et les pandémies de façon globale, intégrée et générale. Quelques données proviennent des analyses statistiques, mais parfois nous avons besoin davantage de données. Il est donc important de développer des termes de référence concernant les questions à poser, les données à collecter, les méthodologies qui peuvent être utilisées, quel est l'objectif, les méthodes, quels sont les résultats voulus. Il est très important que cela se fasse au niveau même du ministère de la Santé. Toutes les parties prenantes, tous les bailleurs de fonds devraient être inclus dans ce processus. Là, après avoir défini des termes de référence pour la collecte de données, commence. Ensuite, un rapport des visuels, des discussions sont effectuées. Différents bailleurs de fonds, différentes parties prenantes, dont les OSC, les communautés locales, les entités gouvernementales, les personnes travaillant dans le secteur de la santé sont inclus dans ce travail. Ensuite, nous répertorions les réponses. Pour savoir davantage sur l'IOA, vous pouvez choisir l'une de ces vidéos. Comme je n'ai plus beaucoup de temps, je voudrais dire que comme nous sommes en train de travailler toujours avec les partenaires, nous travaillons toujours en temps réel. Nous avons besoin donc d'analyses rapides. Parfois, la collecte de données prend une semaine ou un mois. Hein. Cela dépend des différentes questions posées de l'agence ou de l'activité pratique sur le terrain, mais n'empêche, il est très important de pouvoir collecter toutes les données avec tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Il est très important de pouvoir analyser les données également en temps opportun. Donc, merci d'avoir parlé de cette analyse intégrée des épidémies. Nous attendons impatiemment, bien sûr, à discuter davantage
d'autres détails. Quand est-ce que nous avons besoin davantage de données? Comment prendre ces décisions? Je ne sais pas s'il y a des questions urgentes, sinon nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, nous donnons la parole directement à Irene. Je sais que nous avons dépassé le temps qui était défini pour cette séance. Nous avons le plaisir de donner la parole à Irene. Irene travaille dans le domaine des technologies d'information et de communication. Elle travaille avec la National Institute for Medical Research en Tanzanie. Merci Sarah, j'espère que vous pouvez m'entendre clairement maintenant. Oui, allez-y Irene. Je vais fermer la caméra, je pense, pour une meilleure connectivité. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de participer avec vous à cette conférence. Je vais parler de nos expériences, de l'importance d'intégrer les réseaux sociaux et cette surveillance des réseaux sociaux et les technologies numériques dans le contrôle des épidémies et notamment dans les recherches sanitaires relatives aux épidémies. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, récemment, nous avons connu une révolution digitale, une révolution numérique, notamment dans le domaine de la santé publique et de la santé globale. Plusieurs technologies sont dorénavant utilisées pour soutenir les systèmes de santé au niveau mondial. Il existe plusieurs exemples comme HealthMap, ProMed utilisé par l'OMS. Il existe également des technologies numériques et des technologies relatives aux réseaux sociaux qui ont beaucoup aidé à améliorer la communication entre les différents secteurs et cela permet de comprendre mieux les différentes informations. Cela a aidé également à améliorer la communication avec le grand public. Cela a aidé également à donner de nouvelles opportunités pour renforcer la détection des épidémies, des maladies, à effectuer le suivi, la prévention, le fait d'analyser également les données. Les technologies d'information et de communication ont beaucoup aidé dans ce domaine. Je vais parler de la valeur des réseaux sociaux et des technologies numériques, notamment pour ce qui est de la Tanzanie. Il existe plusieurs applications qui ont été développées et qui ont été utilisées dans le pays. Je vais parler de l'Afia Data, cette application mobile utilisée pour communiquer des informations, notamment des informations relatives aux épidémies, aux maladies au sein des sociétés et des communautés. Cela a beaucoup aidé le pays. Ce fut un moyen qui a aidé à répertorier tout ce qui se passe au niveau communautaire. L'utiliser de Mobile Afia, donc Afia pour téléphone mobile, a beaucoup aidé également. Cette application peut être utilisée sans connexion à Internet. Même les institutions de soins de santé peuvent utiliser cette application. Pour ce qui est de l'intégration précoce des données dans les systèmes de surveillance, voilà un cas de choléra. Voilà les personnes qui ont rapporté ces cas au niveau de la communauté. Nous avons utilisé la data et les plateformes sociales. Les personnes qui travaillent dans le secteur des soins de santé ont le téléphone mobile et peuvent envoyer les informations directement au camp de traitement de choléra et aux institutions de soins de santé. L'information est directement renvoyée du terrain vers ces institutions. Le but est de prendre les mesures nécessaires en temps opportun. Ces informations parviennent directement au Conseil des provinces, au DMO. Les informations parviennent également
au registre central, centralisé. Et ensuite, l'interaction est effectuée. Voilà comment il y a une interaction donc entre les personnes qui travaillent pratiquement dans les communautés locales sur le terrain. Voilà comment les informations parviennent rapidement aux personnes concernées, aux entités concernées, au secteur de soins de santé, aux camps de traitement de choléra, aux différents conseils des régions. Cela a aidé à prendre, à connaître les informations de façon précoce et à prendre les mesures en temps opportun. Ce système est un système de surveillance intégré et nous avons pu utiliser donc cette méthode pour prendre les mesures nécessaires de façon précoce. Et la surveillance des réseaux sociaux également fut très importante, notamment pour pouvoir cibler les populations clés. Beaucoup de personnes maintenant, des millions de personnes ont des téléphones mobiles et le fait de faire parvenir les informations à travers les réseaux sociaux a aidé à améliorer la communication avec la communauté locale. Cela a donc amélioré les résultats sur la santé. Nous avons, grâce à la technologie, pu également bâtir sur les connaissances relatives aux sciences sociales. Nous avons déjà parlé de l'importance des sciences sociales et nous avons parlé de l'importance de lier ces sciences au secteur médical. Et voilà comment cette approche One Health, une seule santé, peut bâtir sur les connaissances de tous ces secteurs pour pouvoir faire parvenir les informations en temps opportun et pouvoir prendre les mesures nécessaires également. Voilà une étude récente effectuée avec l'équipe. Nous avons effectué une révision, une revue notamment relative aux 20 ans de surveillance des maladies de façon intégrée et de réponse intégrée aux maladies en Afrique subsaharienne. Quels sont les défis et les opportunités pour la gestion efficace des épidémies, notamment relatives aux maladies infectieuses. 45 études ont été prises en considération dans cette revue que nous avons effectuée et nous avons remarqué qu'il y avait vraiment, que le monde avait vraiment besoin d'une plateforme. Et voilà pourquoi nous avons proposé une plateforme nationale multisectorielle, multi-maladies, multi-indicateurs, donc les 3 M, donc un système d'intelligence épidémiologique, si nous pouvons le dire. Cette plateforme s'est avérée être très nécessaire et nous sommes sûrs que la présence de cette plateforme aidera à réunir toutes les données nécessaires. Cela aidera également à définir les indicateurs de surveillance, les points clés. Et cela aidera également à réunir les données relatives et nécessaires, notamment pour prendre les mesures nécessaires à temps. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, nous avons montré les différentes sources de données, les ressources également disponibles, mais tout cela ne sont pas intégrés, ne travaillent pas de façon intégrée. Chacun travaille de façon isolée. Le fait de pouvoir réunir toutes ces composantes, toutes ces parties prenantes sur une même plateforme pourrait aider à améliorer la collecte de données et à améliorer également la communication. Cela aidera également à améliorer les analyses des données analytiques et cela permettra également d'améliorer la réponse et la riposte, notamment en améliorant notamment la riposte, nous améliorons la santé des communautés. Le fait de pouvoir communiquer sur une même plateforme aide beaucoup. Les meilleures leçons tirées, donc les messages à retirer de tout cela. Il est très important d'intégrer la surveillance des réseaux sociaux et des technologies numériques dans la recherche One Health lors des épidémies pour des communications multidisciplinaires effectives entre toutes les personnes concernées et pour pouvoir effectuer ce lien entre l'homme, les écosystèmes et les animaux. Il est très important également de pouvoir comprendre la valeur et l'importance des technologies numériques, notamment pour l'amélioration et l'intégration des sciences sociales et des sciences de la vie dans les recherches relatives à One Health.
Health, notamment lors des épidémies, et les réseaux sociaux et les technologies numériques ne peuvent pas opérer de façon isolée dans des silos. Nous avons besoin d'intégrer cela dans les systèmes de soins de santé publics qui existent actuellement. Nous devons bâtir sur toutes ces connaissances et user et utiliser de toutes ces données, de toutes ces technologies pour pouvoir adopter cette approche One Health, une seule santé. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation fantastique. Il est vraiment magnifique de voir ce travail que vous êtes en train d'effectuer en Tanzanie. Une question est posée à Simone. Plusieurs commentaires ont été formulés dans la case dans la boîte de discussion. Simone, une question à vous avant de prendre une pause. Est-ce qu'il y a une différence entre la recherche intégrée et l'analyse intégrée pour les données sociales? OK, il y a une différence entre la recherche intégrée et les analyses intégrées. I mean, I guess it depends a little bit on how you look at it. I mean, so. Donc, cela dépend. Par exemple, si nous décidons, par exemple, d'inclure les données sociales dans un certain modèle, récemment, plusieurs applications ont été développées et ces applications ont pris en considération les différents comportements dans ce modèle effectué. Donc, il est très important également de pouvoir réunir toutes les ressources, toutes les données nécessaires en un seul lieu, les analyser ensemble et avoir une réponse, si nous pouvons le dire, intégrée. Donc, je pense que cela dépend des expériences, des expertises, de la langue utilisée, des mots utilisés, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon à adopter. Le plus important est de savoir quels sont les besoins d'information pour pouvoir savoir quelles sont les meilleures méthodes à adopter. En nous basant sur les besoins, nous savons quelles sont les données à collecter et en se basant sur cela, nous savons quel est le modèle à adopter, quels sont les moyens utilisés pour avoir le meilleur impact pratique sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais voilà comment les choses sont pratiquement sur le terrain. Est-ce qu'il y aurait des risques de généralisation au niveau des données sociales? Quelles sont les précautions à avoir? Comment est-ce que nous pouvons vraiment collecter toutes les données que tout le monde ou dont tout le monde a besoin? Nous mettons l'accent beaucoup sur le côté opérationnel. Par exemple, récemment, nous avons commencé à travailler sur la polio et une équipe a commencé à travailler sur la polio. Et nous savons que dans ce domaine, nous avons besoin de beaucoup de données à réunir. Nous avons des données sur les failles, quels sont les fossés à combler, quels sont les problèmes. Donc, nous avons ce programme montre plusieurs fossés, plusieurs failles. Quelles sont ces failles? Comment combler ces failles? So we say, okay, what else do we have? We take DHS2 data, and that tells us, do people in those same provinces
Il est très important de pouvoir, après avoir défini ces fossés, savoir comment les combler. Par exemple, pourquoi est-ce que nous avons un problème dans cette communauté? Est-ce que, par exemple, le taux de vaccination qui est assez bas dans cette communauté contribue à ce fossé, à cette faille? Si oui, pourquoi est-ce que le taux de vaccination a diminué? Et pour cela, nous avons besoin de réunir les données nécessaires, mais nous avons besoin également de déployer nos équipes sur le terrain pour poser les bonnes questions, pour collecter les données nécessaires de manière efficace, pour pouvoir donc répondre aux questions et donc en répondant aux questions, pouvoir résoudre le problème. Il ne s'agit pas uniquement de savoir pourquoi, par exemple, les gens ne sont pas vaccinés, mais est-ce qu'ils ont, par exemple, accès au vaccin? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ensuite, des analyses approfondies sont effectuées. Et en même temps, nous avons des coopérations avec le ministère de la Santé et voilà comment les données sont réunies, collectées au niveau local avec les agents de soins de santé. Ensuite, nous passons du niveau local, communautaire, au niveau national. Et c'est après que des plans d'action sont développés au niveau national pour combler les fossés au niveau local. Vous êtes toujours en train de travailler sur tous ces sujets. Merci, je vous remercie pour vos présentations. J'ai beaucoup appris et j'espère que les autres ont également appris beaucoup de vos présentations. Nous allons prendre une pause courte, très courte, 3 minutes de pause avant de passer à l'espace interactif. Je vais demander à Adam de publier ou de poster la diapo concernant les activités et Sarah va également poster le lien concernant l'expression d'intérêt. Si vous êtes intéressé par les efforts de consultation, si vous voulez participer aux efforts de consultation, nous, tout comme je viens de le dire, nous allons poster un lien qui vous aidera à avoir accès aux données nécessaires et cela vous aidera également à exprimer votre intérêt à participer avec nous à ce travail collaboratif. Il serait vraiment intéressant de pouvoir collaborer, travailler ensemble sur toutes ces activités.